Oui, énormément, Ah ouais? énormément d'inscrits, comme toujours. Le podcast est très en vogue. Et puis, jusque-là, j'essaie moi-même de trouver quelle est la vraie nuance entre un podcast et une émission radio, une émission télé, une Ah, émission vraiment. radio. Il y a toujours cette éternelle question qui ne cesse de Oui, c'est revenir, tu vois. vrai, c'est Parce qu'on vrai. peut aussi faire une chaîne radio, on peut mener une conversation avec un invité, l'enregistrer, la diffuser Mais après. oui, mais oui, mais Mais oui. quelle est la différence en fait? En fait, je pense que la différence, c'est surtout au niveau des sujets qu'on aborde. Ah, Comme la radio s'adresse à tout le monde, du coup, il y a quand même des sujets qu'on n'ose pas aborder à la radio. Alors que le podcast, on se dit, c'est une petite communauté, donc je peux ah, oser. Et il y a aussi le ton, tu vois. Par exemple, en podcast, on utilise beaucoup le tu, tu vois, on n'hésite pas à tutoyer les gens, alors qu'à la radio, jamais on ferait ça, par exemple. ah. Donc, c'est des petites nuances, mais je suis d'accord avec toi qu'au final, c'est quand même du son en ligne, quoi, au final. C'est de Donc, son au final. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, ne paniquez pas, on n'a pas encore commencé. Nous commençons dans 1 minute, le temps que d'autres collègues nous rejoignent. Et je lance la diffusion en direct dans le groupe privé du forum et ce sera avec une présentation, bien sûr, de notre invité et de la thématique et ce sera le top débat. Et du coup, vous êtes toujours en France ou de retour au Bénin, non, pas encore, pas Pas encore. encore. Incessamment sous peu. D'accord. Après Afro, Je ne t'entends plus, Elom. oui, j'ai demandé justement, maintenant tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Après Afrofuturisme, c'est vous qui êtes derrière également Balepat, le Ah, podcast enfin, Balepat. j'ai produit, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée de Balépat comme, Ok, afrofuturisme. ok. Je pense qu'on a déjà assez de confrères qui viennent. Je vais lancer la diffusion en direct dans le groupe privé du forum et nous allons démarrer la formation par le webinaire. Autant pour moi. Bon, je pense que c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette première formation de la conférence mondiale de l'ICFD pour amplifier la portée des informations fiables. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales de l'ICFD. C'est un plaisir de vous accueillir à cette fantastique formation qui sera animée par Madame Abendje Sinatou Saka, la chef de projet éditorial à RFI et France 24, notamment en charge du développement des podcasts de cette chaîne,
et la créatrice du podcast Afrofuturisme. Elle est avec nous pour vous apprendre à produire des podcasts qui luttent contre la désinformation avec des contenus viraux, comment rendre une information virale sur les podcasts, comment, par exemple, se servir de WhatsApp pour produire des podcasts courts et comment être en mesure d'écrire des épisodes de podcasts courts, mais aussi de les diffuser de manière innovante. Cette formation est l'une des premières d'une série de 5 qui aura lieu tous les jeudis de ce mois de mars. Si vous assistez à cette formation et à au moins 2 autres, vous serez éligible pour postuler aux bourses que nous offrons dans le cadre de ce programme. Ce sera une bourse avec dotation d'argent pour financer votre propre projet contre la désinformation ainsi qu'un programme de mentorat. Merci à tous les participants et les participantes à cette session qui s'annonce riche avec notre invité. Bonjour, Madame Sinatou Sata. Bonjour Elom, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Ça va, merci beaucoup. Comment rendre l'information virale sur les podcasts en 5 minutes? On ne pourra pas le finir, ce sujet dont je pense qu'aujourd'hui, on a tout le temps. 1 heure de formation et 30 minutes de questions-réponses des participants. Alors, la parole est à vous, madame. Je suis aussi, tout comme les participants, je serai aussi comme un élève. J'ai hâte d'apprendre. Merci beaucoup. C'est vrai que l'enjeu, c'est de pouvoir transmettre un maximum de choses en peu de temps. Donc, je vais faire de mon mieux, même si je pense que voilà, il y aura forcément des choses qui reviendront au niveau des questions-réponses. Donc, voilà, je vais essayer de partager mon écran. Donc, je te laisse, Elom, me renommer animatrice. D'accord. Merci. C'est bon. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, l'écran s'affiche parfaitement bien chez moi. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, je suis très, très heureuse parce que c'est la 2e fois que je viens échanger avec vous dans le cadre de ce forum. C'est un plaisir, c'est aussi un espace où je me sens en confiance aussi pour partager avec vous sur un sujet un peu plus spécifique que la dernière fois quand même, parce que la dernière fois, on a brossé un peu large. Aujourd'hui, on parle vraiment d'infox, d'informations fiables notamment. Donc, je vais essayer de vous transmettre un maximum de choses qui sont, on va dire, de l'ordre plutôt d'un partage d'expérience parce que je suis totalement lucide sur le fait qu'en réalité, en 1h30, c'est difficile à faire, de vraiment transmettre des connaissances, mais je vais faire de mon mieux pour vous partager le maximum de choses possibles afin de vous donner tous les outils, on va dire, de base nécessaires afin de produire un podcast. Alors, je vais essayer de faire, hop, voilà. Donc, la structure de notre session, globalement, on va parler de pas mal de choses. Dans un premier temps, je pense que c'est important quand même pour ceux qui n'ont pas suivi les sessions précédentes de vous redéfinir c'est quoi un podcast, c'est quoi raconter des histoires en son. Ensuite, on va faire un petit étude, un petit état des lieux. J'ai quelques exemples à vous partager. Et puis, dans le gros de notre échange, il y aura vraiment des techniques de base pour réaliser un sujet, comment faire des bonnes interviews, comment récupérer du son, comment rédiger un script, comment enregistrer. Et puis enfin, je vous donnerai des idées pour diffuser son contenu, notamment sur WhatsApp. Donc, voilà en quelque sorte notre déroulé. Comme vous pouvez le voir, le programme est chargé. J'essaierai aussi de respecter mon timing, mais en tout cas, c'est parti. Rapidement à mon sujet, Kossi l'a déjà dit, j'ai presque 10 ans d'expérience dans le secteur de l'audio numérique. Je travaille actuellement pour RFI et France 24 et j'ai eu à faire un séjour d'immersion au sein de Radio-Canada. J'accompagne, en tout cas, je donne des conseils pas mal à des podcasteurs qui souhaitent se lancer, mais également à des médias qui souhaitent aussi avoir juste mon avis sur leur transformation digitale, notamment la radio. Et puis aussi, l'année dernière, j'ai créé avec quelques amis le premier festival francophone du podcast africain. Donc, qu'est-ce qu'un podcast? Tout de suite, je pense que quand on parle de podcast, on peut le voir sous 2 angles. On peut le voir d'un point de vue forme et d'un point de vue fond.
Je pense que c'est important de le préciser. Avant votre arrivée dans le sas d'attente avec Elom, on se disait, mais c'est quoi la différence entre un podcast et finalement une émission de rattrapage? Et je pense que c'est important de revenir dessus. Parce que pour moi, le podcast est évidemment, d'un point de vue format, justement forme, très rattaché à la radio, parce qu'une grande partie des radios mettent en ligne gratuitement leur émission aujourd'hui. Et donc, du coup, ça représente quand même une grande partie du catalogue podcast existant, en tout cas en France. Et du coup, à côté de ces podcasts-là, qui sont des podcasts dits de rattrapage, nous avons de plus en plus des podcasts natifs, donc, ou originaux. Il s'agit des contenus qui n'ont pas du tout existé sur aucune chaîne de radio et qui sont pensés, créés exclusivement pour une écoute en ligne ou en tout cas pour les plateformes de podcast. Pour moi, le podcast, c'est aujourd'hui un élément qui est un peu à la mode, mais au-delà d'une mode, j'espère que ça restera quand même dans le temps. Pour moi, c'est d'abord et avant tout une nouvelle frontière éditoriale qui nous permet de toucher des nouveaux publics. Et surtout, le podcast a pour particularité d'être vraiment pensé pour chaque individu. J'ai tendance à dire dans mes conférences que la radio parle à tout le monde, mais le podcast parle individuellement à chacun parce que l'auditeur final va choisir le moment où il va écouter telle ou telle chose, alors qu'à la radio, finalement, il y a une grille et quand il y a cette émission qui est diffusée, tout le monde l'écoute. On ne peut pas forcément dire « Ah, ben, en ce moment, il y a 7 milliards de voisins qui est en écoute sur RFI. » Moi, je n'ai pas envie d'écouter 7 milliards de voisins, je vais écouter Priorité Santé. Tu ne peux pas le dire quand tu écoutes une émission à la radio. Tu dois patienter que 7 milliards de voisins finissent et puis après, tu écoutes Priorité Santé. En podcast, on a cette liberté de choisir son contenu. Et d'un point de vue, on va dire, producteur de podcast, le podcast natif a vraiment, dans le ton, des spécificités. C'est-à-dire qu'en podcast natif, par exemple, on ne va pas hésiter à tutoyer les gens, par exemple, alors qu'à la radio, on vous voit systématiquement. On ne va pas hésiter aussi donc à créer une relation intime entre l'auditeur et la personne qui nous parle. En général, les podcasts natifs sont très incarnés, on s'attache aux voix qui nous parle, à la personnalité de la personne qui nous parle. Et puis, je pense aussi qu'en podcast natif, il y a une diversité de sujets qu'on peut aborder qui est beaucoup plus large que sur une antenne radio qui peut être, dans un souci de toucher le maximum de gens, plus strict, plus figé, alors qu'en podcast natif, il n'y a pas de limite. On peut vraiment laisser place à sa créativité, on va dire, en termes de choix de sujets. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Voilà, c'est quoi un podcast? Voilà à quoi ça sert. Et voilà aussi la différence qu'il y a entre un podcast natif et un podcast de rattrapage. Ensuite, je voulais qu'on regarde ensemble, qu'on fasse un petit état des lieux. Alors, pas de tous les podcasts existants, mais surtout de 2 podcasts en particulier que je souhaitais voir avec vous. Le premier, c'est effectivement un podcast qui colle très bien avec la thématique de notre session. C'est What's Scrap. Donc, c'est un podcast qui a été produit en Afrique du Sud par le studio de production Volume, en partenariat avec Africa Check. Et ensuite, WAMedia, donc c'est une web radio qui a existé pendant le Covid et qui a existé exclusivement sur WhatsApp. J'essaierai de vous en parler maintenant. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ces deux exemples d'innovation éditoriale clairement ou de podcasts en tout cas liés aux informations, on va dire, fausses à vérifier. Déjà parce que dans la thématique, dans le fond, c'est vraiment 2 podcasts qui ont pour objectif de travailler sur l'information fiable. Et comme c'est notre thématique d'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais revenir là-dessus. Le premier podcast que je voulais vous présenter, c'est What's Scrap, qui est vraiment un podcast d'Africa Check. Pour ceux qui ne connaissent pas Africa Check, c'est la première plateforme de vérification en ligne portée sur le continent africain. C'est une plateforme qui existe dans beaucoup de pays.
En français, ils sont basés au Sénégal. Ils font un travail important en matière de vérification des faits. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Mais là, WhatsApp a été pensé par leur équipe anglophone. Et du coup, il s'agit d'un podcast de vérification des faits qui est produit pour une distribution de masse sur WhatsApp. Concrètement, voilà, juste pour vous dresser un peu la carte d'identité de WhatsApp, il s'agit d'un épisode de 5 minutes qui est diffusé à plus de 5000 utilisateurs sur WhatsApp. Je reviendrai plus tard sur comment ils ont fait ou comment vous pouvez diffuser sur WhatsApp, mais globalement, en gros, il s'agit pour en tout cas s'abonner à WhatsApp, il s'agit d'enregistrer sur son téléphone un numéro, d'envoyer un message à ce numéro-là et à partir de ce moment-là, alerter ce numéro des fausses informations qu'on trouve sur WhatsApp ou même pas uniquement sur WhatsApp, mais en tout cas, quand vous voyez une fausse information circuler, de les alerter. Donc, d'envoyer un petit message à ce numéro, à l'équipe de rédaction qui vérifie chaque message et qui essaye de regarder notamment le nombre de fois où telle info a circulé. Et puis, une fois par mois ou 2 fois par mois, je pense, l'équipe envoie une note vocale de vérification à tous les abonnés de ce podcast. Donc, tout se passe sur WhatsApp. Et les abonnés peuvent effectivement l'écouter pour voir dans quelle mesure cette information est vraie ou est fausse et ensuite le transférer à leur réseau. WhatsApp a été un vrai succès. Ils ont reçu énormément de prix, notamment du Pointer Institute. Je vais revenir un peu plus tard sur justement si vous aussi vous voulez diffuser sur WhatsApp, comment le faire. Mais je tenais à vous le présenter parce qu'il m'a semblé très, très important de revenir sur un exemple de podcast très spécifique sur la vérification des faits. L'autre exemple que je voulais voir avec vous, c'est WAMedia. Donc, c'est un podcast qui fait une web radio, hein, comme je disais, qui diffuse plusieurs podcasts, justement. Et donc, du coup, c'est une web radio basée en Côte d'Ivoire qui a été lancée par Israël Gebo. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Aujourd'hui, l'équipe a fait une pause, mais ils l'ont lancé en pleine période de Covid. L'idée, c'était que tous les soirs, les abonnés reçoivent l'essentiel de l'actualité liée au coronavirus, la progression du virus et des entretiens avec des personnalités sanitaires du pays. Concrètement, comment ça marchait? En gros, ils avaient créé un groupe Facebook où il y avait plus de 500 contributeurs qui envoyaient des idées de sujets que la rédaction centrale en Côte d'Ivoire vérifiait. Et ensuite, en fin de journée, le sujet était traité par la rédaction et envoyé aux abonnés sur WhatsApp. Ces 2 exemples qui montrent comment 2 équipes différentes, une en Afrique du Sud et une en Côte d'Ivoire, ont réussi à produire des podcasts et à les diffuser de manière hyper innovante sur une plateforme très intéressante, d'ailleurs, qui est WhatsApp, qui est d'ailleurs la première plateforme quand on est sur le continent africain. Et surtout, ces 2 exemples liés au fact-checking, donc à la vérification des faits. Donc, ça, c'était pour les inspirations que j'avais envie de vous partager. On va maintenant parler de production de podcast. Comment est-ce qu'on produit un podcast? Parce que c'est bien d'avoir des inspirations, mais concrètement, on a envie de savoir comment ça se passe. Je pense qu'il y a 3 étapes importantes et c'est celle-là que je vais essayer de vous partager ici aujourd'hui. La première étape, c'est évidemment de définir son histoire. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens? Pourquoi? Avec qui? La deuxième étape, c'est évidemment d'enregistrer. Et la troisième étape, c'est d'éditer, de monter et bien sûr de diffuser son contenu sur les plateformes de podcast ou uniquement sur WhatsApp. C'est selon les objectifs de chacun. Commençons par la définition de l'histoire. Je pense que moi, je suis persuadée que toutes les histoires ne sont pas adaptées au son. C'est vraiment important que je le dise tout de suite. Vous ne pouvez pas tout faire en podcast. Il y a plein d'histoires, plein de, on va dire, d'informations, de sujets qu'on peut traiter de la meilleure façon en vidéo, de la meilleure façon par écrit. Il faut toujours se demander pourquoi le podcast est le meilleur format pour raconter cette histoire-là. Il y a des histoires, par exemple, qui sont très, on va dire, qu'on peut entendre.
quand par exemple, on fait un podcast sur les langues, c'est un exemple que je donne souvent, un sujet sur les langues, ça, c'est un sujet podcastable, si je peux dire, avec beaucoup de guillemets, évidemment, parce que les langues, ça s'entend, en fait. Et donc, du coup, il faut quand même savoir définir. Je ne dis pas qu'il n'y a que les podcasts sur les langues, il n'y a que des sujets sur les langues qu'on peut faire un podcast. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a des sujets qui sont visuels. Voilà, c'est comme ça et il ne faut pas trop essayer de rentrer dans un format. Et puis, il y a des sujets qui sont beaucoup plus sonores. Et puis, bien évidemment, une fois que j'ai dit ça, peu importe le sujet, il y a toujours moyen de trouver un angle pour le traiter quand on choisit un format. Donc, ce n'est pas du tout rédhibitoire, il faut rester ouvert, mais il faut quand même creuser la meilleure manière possible pour le raconter en son, parce que c'est deux manières de traiter le sujet un sujet, en fait. Vous ne pouvez pas traiter un sujet de la même manière à l'écrit, en visuel, qu'en son, parce que tout simplement, par exemple, quand on traite un sujet en vidéo, les gens qui vous regardent, ils ont l'image qui accompagne et qui supporte votre propos. Pendant qu'on traite un sujet sur un podcast, les gens qui vous écoutent, ils n'ont pas l'image. Et donc, du coup, il faut leur donner le maximum d'infos possible pour qu'ils puissent se créer leur image dans la tête. Quand je fais des formations, en général, je dis aux gens, moi, je fais des podcasts parce que j'ai envie de faire du cinéma pour les oreilles. Et en fait, c'est exactement ça. Il faut vraiment donner tous les éléments nécessaires pour que les personnes qui vous écoutent puissent être plongées dans un univers, être plongées dans une ambiance et surtout, en tant que journaliste, qu'ils puissent apprendre des choses. Moi, j'ai une obsession et c'est quelque chose de très, très important. Quand je demande aux gens de m'écouter pendant 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes, il faut qu'ils sortent de là avec quelque chose qu'ils ont appris. C'est très important de ne pas juste voilà, d'écrire quelque chose de manière très, on va dire, vraiment immersif si la personne n'a pas appris quelque chose. Donc, c'est très important de se dire de se poser la question quand on choisit son sujet ou quand on veut choisir son sujet, la question centrale à se poser, c'est qu'est-ce que je veux apprendre aux gens? Ensuite, pour définir une histoire, ou en tout cas, une fois que vous avez défini l'histoire, je pense qu'il y a des éléments importants à voir, ou en tout cas à réfléchir, à penser. Le premier élément, c'est de choisir les personnages qui vont vous parler. Quand je parle de personnages, évidemment, c'est lié à ma comparaison avec le cinéma, mais il s'agit là, évidemment, des personnes ressources que vous allez interviewer pour traiter votre sujet. Il faut les définir. Il faut définir aussi les lieux où vous allez enregistrer, qui doivent aussi être racontés. Si par exemple, vous faites un sujet dans une église, c'est très important d'interroger le prêtre, par exemple, dans la paroisse et qu'on entende aussi l'atmosphère du lieu et que vous puissiez décrire ce qui se passe à côté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une répétition d'une chorale, est-ce qu'il y a une messe en cours, mais quand on travaille le son, quand on fait un podcast, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout doit être entendu pour plonger les gens dans un univers. Donc ça, c'est sur le fond. Ensuite, il faut évidemment préparer son matériel, micro. Pour moi, voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur le matériel dans cette formation, mais voilà, je pense que l'essentiel à avoir, c'est évidemment un micro-enregistreur ou un Zoom, quelque chose de simple. Après, il y a plein de gens aussi qui enregistrent sur leur téléphone, ça marche très bien. Un casque, moi, j'enregistre toujours avec mon casque pour avoir le retour. Il ne faut pas souvent faire confiance à ce que vous entendez de manière simple. Il faut toujours avoir un casque si jamais vous avez un Zoom. Et puis, voilà, vérifiez que vous avez de la mémoire parce que c'est dommage d'enregistrer et de se dire « Oh, il n'y a plus de place. Mon enregistrement s'est coupé au mauvais moment. » Donc ça, c'est un élément aussi très important. Ensuite, une fois que vous avez défini précédemment les personnes que vous allez interroger, je pense que c'est très important de faire des pré-entretiens avant d'aller véritablement enregistrer. Pourquoi?
C'est quelque chose qui est très subjectif selon les journalistes, mais moi, je suis du genre à ne pas prendre de risques et je préfère toujours faire des pré-entretiens, déjà pour valider que la personne que j'ai choisie est plus ou moins un bon client, comme on dit. Et le problème, c'est pas qu'il soit un mauvais client, mais le problème, c'est de déterminer les sujets ou en tout cas les parties de mon entretien où il est le plus à l'aise, en fait. Vraiment, c'est ça le but d'un entretien avant l'enregistrement, c'est de se dire, bon, il est plus à l'aise à parler de ça, et donc du coup, c'est ça que je vais aller chercher particulièrement chez lui, au-delà du fait qu'évidemment, c'est important de voir s'il est à l'aise à l'oral, etc. Ensuite, un troisième élément qui est très important dans la construction, dans le travail un peu en amont que vous devez faire quand vous préparez votre podcast, c'est de poser les bonnes questions en demandant à votre invité d'être le plus descriptif possible. C'est vrai que quand on fait des interviews de manière, donc j'estime que je parle à des journalistes, vous avez l'habitude de faire des interviews, mais quand on fait des interviews pour le son, en tout cas pour un podcast, il ne faut pas hésiter à vraiment pousser l'invité à décrire clairement ce qu'il est en train de... Quand par exemple, il est en train de vous expliquer quelque chose, n'hésitez pas à lui demander, bon, bah là, qu'est-ce que vous faites? Voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites? Et la personne va vous dire, oui, là, j'ai pris un fil et je vais le mettre quelque part. Enfin, il faut vraiment que ce soit le plus descriptif possible en termes de couleur, en termes de goût. Tous les éléments sont importants parce qu'une fois encore, les gens qui vous écoutent n'ont pas l'image en support. Il n'y a que vous, en fait. Et puis, un autre élément très important quand on fait des interviews en podcast, et ça va beaucoup vous aider au moment du montage, j'en parlerai plus tard, c'est de vous assurer que vos personnages répondent par des phrases complètes. En fait, quand on parle, on a des tics, on a des façons de parler. Et des fois, on coupe, on commence une phrase et après, on va sur une autre idée. Et il ne faut pas hésiter à demander aux gens, enfin, à vous assurer. Et ça passe notamment par le fait de reposer la question, par exemple, et la personne va vous répondre de manière complète et ne va pas vous faire des mini-réponses qui seront finalement pas très jolies et pas très exploitables aussi au moment du montage. Donc ça, c'est très, très important de vous assurer que tous vos personnages répondent par des phrases complètes et surtout qu'ils répondent à vos questions. Ça aussi, c'est un élément, des fois, on va en interview, on se dit, moi, ce que je veux apprendre aux gens, c'est ça. Et après, on pose des questions aux invités et on se rend compte que ils n'ont pas véritablement répondu aux questions et du coup, on n'a pas de matière à exploiter. Donc, c'est hyper important quand on fait des interviews de façon générale, évidemment, de s'assurer d'être à l'écoute. Il faut être à la fois dans une posture d'intervieweur, mais aussi dans une posture d'auditeur ou d'auditrice qui a vraiment l'information qu'on demande. Et puis enfin, il y a enregistrer toutes les sources sonores. Donc, si je reprends l'élément de mon exemple de l'église, il faut évidemment enregistrer, si par exemple il y a une chorale qui est en train de chanter, l'enregistrer, s'il y a une messe en cours, prendre quelques éléments, enfin, toutes les sources sonores qui vont vous aider plus tard à construire en quelque sorte votre podcast. Il ne faut jamais oublier de les avoir, en tout cas, dans votre enregistreur. Donc ça, c'est les éléments liés à l'histoire qui sont très, très importants à avoir, à penser quand on travaille sur un projet. Ensuite, une fois qu'on a la matière, une fois qu'on a son son, une fois qu'on a, voilà, qu'on revient un peu d'interview, qu'on a défini son histoire, qu'on a défini les personnages, qu'on a réalisé l'interview, qu'on a pris des ambiances, qu'on a pris tout ce dont on a besoin, c'est le moment d'écrire son script. À la radio, il faut savoir, et même en podcast, du coup, il n'y a rien qui est improvisé. Tout est écrit, tout. Même les petites hésitations sont écrites. Et ça, c'est le moment c'est vraiment le moment le plus important, clairement. Donc, c'est la rédaction du script. C'est assez important de rédiger un script. Faut pas se lancer, en tout cas, moi, ce n'est pas ma recommandation de se lancer un peu en improvisation. C'est hyper important de rédiger son script.
Un conseil que moi, j'aimerais vous donner quand on revient avec la matière, donc j'en suis à ça, hein, de la construction, de la production. Quand on revient, la première chose que moi, je vous recommande, c'est de scripter. Alors, c'est très long, j'avoue, mais même avant de scripter, je pense qu'il faut d'abord classer les éléments avec lesquels vous revenez. C'est-à-dire que vous allez faire des dossiers sur votre ordinateur avec, et ranger les sons que vous avez apportés. Vous allez avoir un dossier ambiance, un dossier interview, un dossier, enfin, je ne sais pas, un dossier, vous allez peut-être mettre interview personnage principal, interview personnage secondaire, mais il faut tout ranger d'abord dans un dossier. Comme ça, vous savez les retrouver facilement. Ensuite, moi, je vous recommande de scripter les interviews. C'est un travail un peu long, mais c'est essentiel parce que ça vous permet de voir noir sur blanc ce que vous avez ramené comme matière. C'est vrai qu'on peut être tenté de tout de suite se mettre sur son banc de montage et commencer à monter, mais en réalité, vous allez perdre beaucoup de temps et le montage va devenir un exercice hyper fastidieux pour vous. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc, quand vous rentrez, il y a plein de logiciels aujourd'hui qui existent. Je pense à Descript, par exemple. Ça ne vous donne pas une vision sans faute de votre interview, mais ça vous donne quand même une vision un peu large de ce que vous avez ramené comme matière. Donc, vous scriptez tout, vous savez quels sont les passages que vous avez apportés. À ce moment-là, moi, je vous suggère de tout de suite séparer, enfin, lire votre interview que vous avez ramenée donc de manière écrite et de tout de suite vous dire, bon, qu'est-ce que je garde? Quelles sont les parties où j'ai des doutes et qu'est-ce que je ne garde pas absolument? Parce qu'une fois encore, ça n'a rien à voir avec ce que je veux apprendre aux gens. Il ne faut jamais oublier cette question principale de départ, la promesse de départ, qu'est-ce que je veux apprendre aux gens. Donc, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, on enlève tout ce qui ne rentre pas dans ce que je veux apprendre aux gens. Donc, au moment de rédiger le script, je pense qu'il faut identifier, une fois que vous avez donc tout scripté, il faut identifier les éléments audio que vous souhaitez inclure dans l'épisode, comme un extrait d'une vidéo, d'une vidéo, on va dire, fake news, par exemple, donc d'une vidéo qui a été tronquée. Il faut vraiment, quand on écrit son script, le but du script, c'est d'essayer d'avoir à la fois l'introduction, donc vos voix, vos éléments importants, et les voix des interviews que vous aviez ramenées. C'est vraiment ça le but du script. Le but du script, c'est de pouvoir agencer les deux pour créer un contenu final intéressant. Et donc, du coup, moi, ce que j'essaye de faire le plus souvent, c'est de créer une conversation. C'est-à-dire que mes parties, ce que j'écris, doit appeler les éléments que j'ai en interview et vice-versa. Et du coup, j'essaye quand même de ne pas être redondante entre la partie où c'est moi qui écris et l'interview que j'ai ramenée. Quand on écrit un script, il est évident que le ton doit être naturel, donc il ne s'agit pas d'écrire comme quand on écrit un papier pour le web, par exemple. Il faut vraiment écrire comme on parle, donc il faut éviter les formulations lourdes comme en effet, évidemment, enfin, toutes ces petits tips que jamais vous ne le direz à l'oral. Donc, il faut vraiment essayer d'écrire de manière très verbale, finalement, en essayant d'utiliser un ton naturel. Donc, il y aura l'introduction, il y aura évidemment vous qui allez poser le décor de qu'est-ce qu'on va apprendre, et puis il y aura l'interview, et puis peut-être après, il y aura une voix où vous allez faire une transition, ou en tout cas, résumer peut-être ce que la personne a dit ou mettre dans votre voix un autre élément que vous n'avez pas pu garder, dont vous n'avez pas pu garder l'interview, mais ça sera vous qui allez le dire. Et puis ainsi de suite, c'est comme ça, comme un sandwich finalement, qu'on écrit son script jusqu'à arriver à la conclusion de son épisode. Un conseil que moi j'utilise beaucoup et que je vous donne, il ne faut pas hésiter quand on écrit un script à écrire par exemple en majuscule pour vous permettre à vous-même de vous dire, bah, tiens, quand je vois ce mot,
je vais avoir un ton un peu plus important, en fait, au moment de l'enregistrement. Donc, quand on écrit pour un podcast, c'est important de... Moi, souvent, je mets des 3 points de suspension, je mets souvent des points d'exclamation, j'écris en majuscule, je mets en gras. Ça me permet, au moment de l'enregistrement, de pouvoir accentuer sur certains éléments ou de pouvoir aussi ralentir sur certains éléments. Et surtout, ne pas oublier que à la radio, c'est vrai que voilà, il y a une grille horaire, le temps passe vite, mais en podcast, pas du tout. Donc, il faut quand même toujours s'installer, prendre le temps, lire lentement. Puis, je crois que j'ai quelques conseils d'enregistrement à vous donner tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a, donc j'avance dans ma production petit à petit, j'ai défini l'histoire où je vais apprendre quelque chose, j'ai fait mes interviews, j'ai récupéré tous les sons, j'ai fini de rédiger mon script. C'est le moment de monter et d'éditer mon épisode. Donc, il faut évidemment choisir un logiciel de montage. Il y en a quelques-uns qui sont assez connus. Il y a Audacity qui est le plus simple, le plus accessible et surtout le plus disponible gratuitement en open source. Il y a GarageBand, il y a Pro Tools, il y a Reaper que moi j'aime bien, qui est un logiciel assez complet et très, très professionnel aussi. Donc du coup, première chose, choisir son logiciel de montage. Si vous n'avez jamais fait de podcast avant, moi, je vous recommande d'aller sur Audacity. C'est le logiciel le plus simple, vraiment très intuitif, où vous allez avoir accès de manière très, très lisible aux fonctionnalités de couper, copier, coller assez simplement. Le montage, en gros, c'est un moment où votre but est d'assembler toutes les interviews, en tout cas, tous les éléments qui constituent votre podcast. Donc, il va falloir assembler, enfin, déjà enregistrer évidemment votre voix. Et puis, à ce moment-là, essayer d'assembler tous les éléments, donc interview, voix, etc., selon le script que vous avez vous-même rédigé. Donc, le script, en fait, vous sert un peu de recette. Vous avez votre script en texte. Vous savez qu'à ce moment-là, c'est votre voix. Vous savez qu'ensuite, il y aura des interviews. Et puis ensuite, selon le logiciel que vous utilisez, vous allez mixer votre podcast. Donc, le mixage, évidemment, ça dépend de chacun, mais voilà, l'idée, c'est quand même de tout assembler, de normaliser les volumes sonores pour que ce soit quand même plus ou moins agréable à l'écoute. Et puis ensuite, voilà, d'exporter votre podcast pour l'avoir en format Wave ou en format MP3. Je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure pour le script, je pense qu'il ne faut pas hésiter, voilà, quand on fait un podcast, à faire une introduction, comme je le disais, à faire une introduction qui est un peu la conclusion. Et puis surtout, voilà, moi, en termes de durée, ne pas faire trop long. On est dans une société où les gens ont accès à énormément de contenu. Pour un podcast sur WhatsApp, par exemple, que vous allez diffuser sur WhatsApp, moi, je vous recommande de faire 7 minutes maximum. Pour un podcast que vous allez diffuser sur les plateformes de podcast, moi, je vous recommande de ne pas dépasser les 30 minutes. Mais évidemment, un élément très important, c'est le sujet qui détermine la durée et pas l'inverse. Donc, si vous avez de la matière, il y a des podcasts d'1 heure, d'1 h 30 qui sont passionnants, mais il faut vraiment s'assurer que les 1 h 30 sont vraiment passionnants et que ce n'est pas parce que vous n'aviez pas pu enlever certains passages ou bien, voilà, ou bien parce que vous avez eu la flemme un peu de couper, quoi. Il ne faut vraiment pas avoir d'état d'âme là-dessus et être sûr que chaque minute qu'on garde dans son podcast, c'est chaque minute où l'auditeur va vraiment monter d'un cran et avancer dans l'histoire petit à petit. Diffuser son podcast. Donc, à cette étape-là, on a défini le sujet, on a enregistré, on a écrit quelques éléments, on a écrit un script, on a monté son épisode, on l'a en format Wave et en format MP3.
il est temps de diffuser son podcast. Il y a évidemment des plateformes classiques de diffusion d'un podcast, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer, sur lesquelles vous pouvez diffuser via des hébergeurs comme Anchor ou Acast. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous allez mettre votre podcast sur Anchor et puis après, Anchor va vous le mettre, je pense, de manière automatique sur Spotify. Et pour les autres plateformes, il va falloir le mettre manuellement vous-même. Mais voilà, ça, c'est pour les plateformes classiques de podcast. Évidemment, il y a WhatsApp et j'en parlerai particulièrement dans quelques minutes. Et puis surtout, ne pas oublier de faire la promotion de son podcast sur les réseaux sociaux. Et surtout, et c'est là où il y a un lien entre tout ça, ne pas oublier de faire la promotion des lieux où on peut vous écouter sur les réseaux sociaux. Alors, WhatsApp, je me suis dit que c'était important de m'arrêter particulièrement sur WhatsApp aujourd'hui et de vous expliquer un peu de manière très concrète comment ça marche quand on veut diffuser sur WhatsApp. Du coup, j'ai énuméré quelques pratiques, hein, cinq étapes. La première chose, c'est qu'il faut avoir évidemment un numéro de téléphone et un téléphone. C'est important, un téléphone sur lequel vous pouvez télécharger WhatsApp Business, qui est, voilà, que tout le monde n'a pas, hein, tout le monde a WhatsApp simple. Donc, WhatsApp Business, moi, je vous recommande de le télécharger. Et ensuite, la troisième étape, c'est de configurer des réponses rapides. Comme réponse rapide, il peut y avoir donc un bienvenue sur notre liste de diffusion. Voilà ce que vous allez recevoir. Vous allez le recevoir une fois par mois ou 2 fois par mois. C'est un peu un message de bienvenue. Il peut y avoir aussi des messages quand les personnes ne veulent plus être dans votre liste de diffusion. Il peut y avoir aussi des messages de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous voulez partir. Mais en tout cas, il y a plein de formats de réponses rapides. C'est la troisième étape, c'est une étape assez importante. Ça vous permettra de gagner du temps après et de ne pas dire bienvenue à tout le monde de manière manuelle quand quelqu'un rejoint votre liste de diffusion. Ensuite, une fois que vous avez configuré les réponses rapides, la quatrième étape, c'est de promouvoir le numéro WhatsApp parce que là, il faut avoir des abonnés parce que c'est ça le but. Ça ne sert à rien de diffuser s'il n'y a personne qui reçoit. Donc ensuite, vous allez promouvoir le numéro WhatsApp pour dire aux gens, j'ai un numéro WhatsApp pour diffuser tel podcast, ajoutez-moi, enfin, rejoignez-moi. Donc les gens vont vous envoyer un message et là, ils vont recevoir le message, la réponse rapide que vous avez vous-même configurée. Quand vous recevrez les messages de personnes qui souhaiteront rejoindre votre liste, je pense que là, c'est le moment de créer des listes de diffusion. Des listes de diffusion, il faut savoir que sur WhatsApp, chaque liste de diffusion différent de groupe WhatsApp, hein, soyons très, très clairs là-dessus, un groupe WhatsApp, ce n'est pas une liste de diffusion. Une liste de diffusion, donc c'est une liste, donc c'est la forme d'un groupe, bien sûr, mais il n'y a que vous qui pouvez écrire. Les autres ne peuvent pas échanger de manière collective. Ils peuvent vous écrire, mais il n'y a que vous qui allez voir, en fait. Voilà, à savoir quand même, donc, une fois que vous allez recevoir des personnes qui souhaiteront rejoindre votre liste, vous allez commencer à constituer des listes de diffusion. À partir de 250, vous allez devoir créer une autre liste de diffusion ensuite et multiplier ainsi les listes de diffusion dans lesquelles, quand vous allez avoir vos épisodes qu'on vient de produire, vous allez pouvoir les diffuser dans ces listes-là. Moi, ce que je vous recommande, c'est que vous créez peut-être des listes de diffusion par pays, des listes de diffusion par pays. C'est intéressant parce que si, par exemple, vous débunkez une fausse nouvelle sur le Bénin, vous savez que vous allez envoyer à tout le monde, mais peut-être un peu 2 fois peut-être à cette liste de diffusion Bénin, par exemple. Donc, voilà, c'est important. Vous pouvez aussi, vous, de votre côté, créer des listes de diffusion selon ce que les gens vous remontent. Il y aura peut-être, alors ce n'est pas vraiment dans WhatsApp que ça se passe, mais moi, je vous recommande, si jamais vous commencez à recevoir des messages à débunker, que vous catégorisiez selon des thématiques. C'est-à-dire, bon, là, cette semaine, j'ai reçu
beaucoup de messages à débunker sur le thème de la santé et voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu beaucoup de messages à débunker sur le thème des finances et voilà ce que j'ai reçu. Et ça vous permettra de faire un filtre un peu plus facilement. Mais évidemment, ce n'est pas dans WhatsApp que ça se passe. Dans WhatsApp, je pense que vous pouvez juste créer des listes de diffusion et puis peut-être les ranger par pays si ça vous intéresse. Ensuite, je continue sur les bonnes pratiques sur WhatsApp. La meilleure pratique consiste à commencer par exporter votre fichier au format MP3. Pourquoi? Parce que c'est un format qui est beaucoup plus léger, on va dire, qui n'est pas très lourd et qui vous permet en tout cas de diffuser à des personnes qui n'ont pas de la data très chère, en tout cas, voilà, où c'est beaucoup plus accessible pour eux, où ça ne leur vide pas leur forfait. Donc ça, c'est important, c'est un élément à garder en tête aussi. Dans la manière d'envoyer, je pense que c'est important d'envoyer donc le fichier, c'est-à-dire de ne pas forcément, en tout cas, si vous décidez que votre stratégie, c'est WhatsApp, de ne pas mettre le lien pour aller écouter sur Apple Podcast, mais vraiment de mettre le fichier source pour que les gens l'écoutent en restant dans l'environnement WhatsApp. Donc, très important, c'est une recommandation que moi, je vous donne. N'hésitez pas à utiliser WhatsApp Web aussi, qui vous permet d'accéder à l'application sur votre ordinateur portable. C'est souvent plus simple que d'utiliser un téléphone. Ça va plus vite, surtout quand on a plusieurs listes. Quand on n'a pas beaucoup de listes, je pense que c'est pas... On peut très bien rester sur son téléphone, mais en tout cas, WhatsApp Web aide. Et si vous n'avez pas accès, notre conseil qui est un peu plus large, évidemment, et pas lié particulièrement à WhatsApp, c'est que, voilà, au moment de l'enregistrement, moi, je vous recommande en tout cas d'enregistrer sur votre téléphone, si vous n'avez pas un gros matériel, et de faire attention à ce que ce soit un endroit calme, un endroit bien isolé, où il n'y a pas de bruit parasite. Un élément important qui me semble, on va dire, il y a 2 éléments importants qui font un bon podcast selon moi. C'est l'information, qu'est-ce qu'on va apprendre, mais c'est aussi c'est l'évasion, c'est-à-dire que vous allez nous transporter dans un univers avec tous les sons que vous allez rapporter, par exemple, mais surtout, ça va être agréable à écouter, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des bruits parasites, le son sera propre, le son sera de qualité. Vous avez enregistré avec votre téléphone, par exemple, bien près de votre bouche. Donc, c'est hyper important. Si jamais vous avez un micro ou un zoom, ne pas hésiter à utiliser de la bonnette pour éviter le vent. Ça aide à avoir un son qui est qualitatif et qui est agréable à l'écoute parce que c'est ça qui va quand même rendre votre podcast de bonne qualité. Et puis, un élément aussi très important selon moi en termes de bonnes pratiques, je pense que quand on veut faire un podcast, en général, les gens, ils pensent que c'est très facile, il n'y a pas de... Voilà, c'est quand même très simple, etc. Le podcast, moi, j'ai tendance à dire que c'est une course de fond, en fait. C'est vraiment... c'est facile de lancer un épisode, 2 épisodes, mais d'exister sur la durée, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup de travail de recherche, à la fois de recherche bibliographique, par exemple, mais aussi de recherche de sujets, tout simplement. C'est aussi beaucoup de travail de caler les interviews, c'est beaucoup de travail d'écrire les scripts, c'est beaucoup de travail d'enregistrer sa voix, c'est beaucoup de travail de monter son épisode et de le diffuser. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut être organisé. Et donc, ne pas hésiter à utiliser des outils. Moi, je sais que j'ai énormément de dossiers dans mon Google Drive et des sous-dossiers qui sont dans des sous-dossiers, qui sont dans des sous-dossiers, qui me permettent de vite retrouver les éléments dont j'ai besoin. Et puis après, il y a évidemment pas mal de plateformes comme Notion ou Trello qui vous permettent plus ou moins d'être organisés, c'est-à-dire de prévoir, par exemple, que cette semaine, vous allez travailler sur ce sujet, la semaine prochaine, vous allez travailler sur ce sujet, et tout ça est écrit à l'avance. Ça vous permet aussi de prendre de l'avance certaines fois sur
certaines thématiques et de pouvoir vous dire, bon, bah, sur ce sujet qui arrive dans 2 semaines, j'ai déjà trouvé un invité, je vais l'écrire déjà là et puis je vais continuer à avancer sur le sujet de ma semaine pour essayer d'avancer dessus. Ça permet aussi de ne pas répéter la roue à chaque fois, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, en termes de communication, des phrases déjà types, des templates déjà bien définis que vous pouvez aller piocher et même en termes de script, d'avoir déjà votre format. Une fois que vous avez votre format, peu importe le sujet, il suffit juste de, voilà, de reprendre votre script de départ et de dire, bon, bah, là, c'est l'introduction. Bon, bah, l'introduction, je l'ai déjà. Là, il y a juste quelques éléments à mettre pour habiller les interviews. Et puis après, mon script est prêt. Mais du coup, il faut être vachement organisé. Et c'est très important pour moi, quand on se lance dans un projet de podcast, d'être très organisé. Je voulais vous donner aussi quelques conseils quand on enregistre un podcast. Il y a évidemment, pour moi, un élément très important qui est de ne pas tout de suite lancer son enregistrement. C'est évidemment de prendre en bouche son texte, donc de le lire, de le relire, etc., avant d'enregistrer pour de vrai. Je pense aussi que c'est très important de ne pas se dire, bah, tiens, je vais tout enregistrer d'un coup. Il faut savoir faire des pauses et se dire, bon, bah, là, j'ai enregistré l'introduction, je vais couper, reprendre mon inspiration et garder mon ton, ma même énergie et enregistrer ma conclusion. Et puis après, si vous êtes très, très fort, vous pouvez tout enregistrer d'un coup, mais je pense qu'à un moment, ça finira par venir. Vous allez être très à l'aise et vous allez enregistrer tout d'un coup. Mais c'est important d'être dans une certaine énergie quand on enregistre, d'avoir un ton qui est plus ou moins, on va dire, moyen, en tout cas idéal sur toute la durée de l'épisode. Et de pouvoir aussi ne pas hésiter, enfin, quand vous commencez à enregistrer, il faut boire de l'eau, quoi. Prenez de l'eau, enfin, faut quand même avoir, être prêt, en tout cas, ne pas avoir la gorge un peu séchée quand vous enregistrez. C'est important. Un élément qui est très important aussi, c'est de ne pas hésiter à faire écouter son podcast. Les retours sont toujours bons. Des fois, on travaille sur un épisode et en fait, on n'a plus le recul nécessaire. Donc, ne pas hésiter à faire écouter à 1 ou 2 amis et à leur demander est-ce que ça leur convient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les bloque dessus? Si vous avez la chance d'avoir un réseau, il ne faut pas hésiter vraiment à le faire pour ajuster son épisode. Le plus important, c'est vraiment que ce soit un épisode qui vous ressemble, où vous avez pris du plaisir et où, une fois encore, les gens apprennent des choses. Voilà, donc si vous voulez, je vous ai mis en lien donc, le podcast What's Scrap Africa, si vous voulez aller voir, écouter un peu ce qu'ils font. C'est très intéressant. Mais voilà pour moi. J'espère que je vous ai donné des éléments, on va dire, des grandes lignes de comment faire un podcast. On pourrait rentrer encore dans le détail sur le matériel, sur la voix, etc. Mais on ne finirait évidemment pas en 1 heure de parler de tout ça. Donc, j'espère quand même que là, vous avez des idées claires sur comment on commence, où est-ce que ça se termine et comment on fait pour rester sur le temps long, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sinatou Saka, pour cette intéressante session. J'ai appris énormément de choses. Par exemple, que toutes les histoires ne sont pas adaptées au podcast. Tout ne se raconte pas sur les podcasts. Mais dites-nous, concernant la conférence, nous abordons la thématique de la désinformation. Comment lutter contre la désinformation? Comment produire des podcasts qui luttent contre la désinformation? Et je prends un exemple banal où, par exemple, on voit circuler une mauvaise information, un commentaire ou une publication qui interdit, par exemple, de ne pas consommer tel produit. Et pour un journaliste qui veut réaliser du podcast, par exemple, sur la thématique, comment faire en sorte
que ce podcast-là soit partagé par de nombreuses personnes et que la viralité dont jouit, par exemple, la mauvaise information puisse être la même plutôt pour la bonne information? Comment on s'assure que son podcast est largement publié, on ne produit pas seulement, mais qu'on produit un podcast qui est partageable, qui est abondamment relayé sur les réseaux sociaux et qui atteint un grand public? Comment ça se fait? C'est une question large. Je pense qu'elle va essayer d'y répondre quand même. Je pense qu'il faut un contenu de qualité, hein. Déjà, si vous faites un contenu de qualité, je pense que c'est quand même la base. Ça permet de toucher des gens. En tout cas, une fois que... Voilà, il faut que la personne ait quelque chose en retour. Mais c'est l'être humain, finalement, qui est comme ça, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment avoir d'abord un contenu de qualité. Et ensuite, comme j'ai montré dans la présentation, il y a des exemples qui montrent très bien que, voilà, si je reprends par exemple WhatsApp en Afrique du Sud, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent donc de vérifier l'information et après, ils le diffusent largement sur WhatsApp, comme je l'ai montré aussi. Je pense que pour moi, en tout cas, quand j'ai réfléchi un peu à ce sujet, il me semble qu'aujourd'hui, la frontière de la diffusion de la fausse information, c'est l'accessibilité de l'accessibilité des informations vérifiées dans des langues nationales. À mon avis, c'est vraiment ça la limite, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font de la vérification de faits. Ce n'est même plus un sujet parce que il fut un temps, je pense en 2019, il y avait encore très peu de médias qui faisaient de la vérification des faits, mais aujourd'hui, il y a du contenu où on vérifie beaucoup quotidiennement des faits, mais il me semble que sur le continent africain, on a atteint une limite parce que on n'arrive pas à produire de la désinfox dans des langues locales et sur les bonnes plateformes de diffusion. Et pour moi, WhatsApp, c'est vraiment la plateforme de diffusion qui permet à votre information d'être accessible. Donc, du coup, je pense qu'il y a un travail à faire dans la traduction de ces contenus-là dans des langues. Et puis, il y a aussi un travail à faire dans la diffusion de manière assez intéressante de ces articles ou de ces podcasts sur WhatsApp. Le problème avec WhatsApp, parce que c'est bien depuis tout à l'heure, j'en parle parce que c'est un élément important, il faut savoir que malheureusement, la plateforme WhatsApp est faite de telle façon qu'on ne peut pas voir combien de gens effectivement ont reçu le podcast qu'on a réalisé. On voit, ça se transfère. Donc, en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est très difficile à mesurer. Et moi, je suis persuadée que c'est un peu ça la limite finalement de WhatsApp, c'est qu'on peut estimer que parce qu'on a, je ne sais pas, 50 listes de 250 personnes, son podcast a atteint toutes ces personnes-là. Mais si ces personnes rediffusent dans leur réseau, ben en fait, finalement, on n'a plus la main dessus. Mais je pense qu'il y a un travail important à faire et que les éditeurs, les médias, les individus, les journalistes devraient constituer des listes de diffusion sur cette plateforme-là, le faire de manière rigoureuse, évidemment avec cette limite de on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais je pense que c'est ainsi qu'on peut combattre la désinformation qui est quelque chose de quand même très... C'est presque vital, hein. Il faut savoir que pendant le Covid ou la Covid, il y a des gens qui ont consommé des remèdes et qui en sont décédés. Donc, du coup, c'est quand même faire de la vérification des faits. Des fois, on a l'impression, quand on est journaliste, des fois, on se demande, bon, bah, à quoi on sert? Mais en fait, on sert à ça, on sert aussi à sauver des vies et à éviter que certaines personnes aient des mauvaises informations. Donc, du coup, pour moi, c'est un enjeu assez clé et assez capital aujourd'hui en la diffusion, quoi.
Le New York Times a lancé, je crois en 2017, un podcast qui a eu un succès fulgurant et aujourd'hui, le New York Times vise 15 millions d'abonnés. Est-ce que vous avez suivi un peu leur podcast, que vous partagez avec nous les secrets qui ont fait de ce podcast-là un succès et tout le monde en parle dans la profession? C'est une question très intéressante. Je ne sais pas si on parle du même podcast, mais tu parles peut-être du Daily, Oui, qui est un podcast du New York Times. d'information du New York Times. Alors, déjà, il faut se dire la vérité, hein, c'est que le New York Times, on va dire, est sur un territoire, on parle des États-Unis, où la connexion Internet n'est plus un sujet déjà. Donc, il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte et préciser que les Américains ont déjà une acculturation naturelle au podcast, quoi. C'est-à-dire bien avant l'Europe et encore bien avant l'Afrique. Et donc, du coup, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. C'est important aussi de dire que quand je dis que les États-Unis, c'est un contexte particulier, les podcasts ont été très soutenus donc, par la presse, donc les gros podcasts du New York Times et même de d'autres éditeurs ont été vachement relayés par la presse locale, par la presse nationale, par la presse américaine, qui en fait a énormément de poids dans l'opinion publique. Il y a énormément d'Américains qui s'informent comme ça. Donc, il y a également un travail à faire aussi de notre côté dans la vulgarisation du format, qui est un travail important à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de gens sur le continent africain, par exemple, qui ne savent pas c'est quoi un podcast. Donc, voilà. Il y a du... Je ne vous coupe pas la parole, mais en donnant cette explication, est-ce que ce n'est pas finalement une bonne idée que, par exemple, je veux lancer un podcast sur WhatsApp après avoir suivi cette session et que je me dis, il faut que, voilà, je demande peut-être à la presse locale de relayer en fait ce podcast pour que un grand nombre de public puisse également savoir en fait qu'il existe, apprendre d'abord l'existence de mon podcast et ensuite aller chercher à l'écouter. Ah oui, je pense que c'est indispensable. On n'y arrivera pas tant que la presse n'a pas joué son rôle, tant que les radios traditionnelles, tant que la presse écrite, tant que les télévisions même, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts qui sont adaptés à la télévision. Donc, du coup, voilà, c'est un écosystème qui est fort. Pour revenir sur l'exemple du Daily, je pense que, alors, l'autre écosystème aussi, c'est que le New York Times a beaucoup de moyens. Hein. Il y avait 7, 8, 10 personnes qui travaillaient spécialement sur ce contenu. Et en fait, il n'y a pas de secret. Le travail, il paye, quoi. À un moment, quand tu travailles, quand tu donnes des moyens à une équipe compétente, à une équipe où il y a des bons joueurs au bon endroit, ça va marcher. Et ils ont mis les moyens, sans parler de la puissance naturelle du New York Times, dont les sites Internet, le papier est aussi très écouté, très vendu. Donc, ils ont utilisé un peu tous les leviers dont ils disposaient de manière assez naturelle, que ce soit leur site web ou même le quotidien. Donc, ça, c'est un élément important. Mais dans le fond, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très vrai, c'est que ce podcast répondait à un besoin. C'est-à-dire que dans chaque épisode, et c'est pour ça qu'il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on apprend aux gens, c'est quoi l'histoire derrière. Ce podcast répondait à un besoin parce que dans chaque épisode, il y avait un journaliste qui revenait sur une grosse actualité et qui décryptait un peu comment il a travaillé là-dessus, quels sont les éléments qu'il n'a pas pu mettre dans son papier. Et en fait, il y avait vraiment une vraie valeur à ajouter, en fait. Et je pense qu'on est dans un contexte où à la fois, les gens n'ont pas beaucoup de temps, donc ils ont besoin de quelque chose de très court. Je crois que le daily, c'est assez court quand même. C'est plus de 10 minutes quand même, mais en tout cas, ce n'est pas très long. Ce n'est pas un podcast d'1 heure. Donc, ça répondait aussi à une logique de mobilité très facile où tout le monde est dans les transports. Personne n'a le temps aujourd'hui. Donc, sur le format, je pense qu'ils ont réussi quelque chose. Dans le fond, on apprend des choses parce qu'on est plus ou moins au courant de l'actualité. Donc, ça, c'est aussi important. Et puis, enfin, on est dans un contexte où il y a une sorte de défiance vis-à-vis des journalistes et où les gens aussi ont envie de savoir comment on travaille, en fait, et
qu'est-ce qui se passe un peu dans les coulisses, quoi. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe derrière? Et je pense que ce podcast revenait aussi répondre à ce besoin parce que justement, on avait des journalistes qui venaient expliquer un fait, qui venaient expliquer aussi un peu les coulisses de leur métier. Et tout ça, cette recette-là, mis bout à bout, fait qu'on a un podcast qui cartonne, quoi. Nous avons une question d'un participant. Quelles sont les plateformes de diffusion que vous recommandez pour rendre la vraie information virale? Et que Euh, pensez-vous des podcasts en langue locale? Je crois que sur cette question, vous avez déjà fourni une réponse, mais la première, quelles sont les plateformes de diffusion que vous recommandez pour rendre la vraie information virale? alors, ça dépend de là où on se situe. C'est important de se dire que, par exemple, quand on est en France, Spotify, Apple Podcast restent quand même des plateformes très importantes, hein. C'est difficile de s'en priver. Mais quand on est au Niger, par exemple, personne ne connaît, enfin, en tout cas, très peu de gens utilisent Spotify, quoi. Donc ça, c'est quand même important de se demander autour de moi, qu'est-ce que les gens, quels sont les usages, qu'est-ce que les gens utilisent. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment très important je n'ai pas de réponse, on va dire, généraliste à cette question-là, parce que ça dépend vraiment de là où on se situe, en fait. Aujourd'hui, on voit une montée en puissance de podcasts sur YouTube aussi. Donc, pourquoi pas, c'est la prochaine frontière, mais il faut toujours se demander quels sont les usages qu'on a autour de nous et pourquoi on va sur telle ou telle plateforme, quoi. Patrick, j'ai pris le webinaire en cours de diffusion. En termes de moyens et de matériel humain, combien ça coûte la réalisation d'un podcast? Ah, cette question, elle revient à chaque fois. Je crois que j'ai pas fait Est-ce qu'on a un montant? une session où il n'y a pas de combien ça coûte. C'est incroyable. À chaque fois, je me dis, il n'y aura pas cette question, mais en fait, il y a toujours cette question. Et c'est normal parce que c'est important de se demander quel est l'investissement qu'on va faire. Je pense que tout dépend de ce qu'on a envie d'obtenir comme résultat. Et il n'y a pas d'investissement minimum. Tout dépend de ce qu'on a envie d'obtenir comme résultat. Il y a beaucoup de gens qui ont démarré des podcasts avec leur téléphone portable. Et en fait, c'est tout. D'ailleurs, pendant le festival, je vous invite à aller voir le site du festival. On a fait une masterclass où Diane Audrey Ngako, qui a créé le podcast Si Maman m'avait dit, venait expliquer comment est-ce qu'elle a créé son podcast juste avec son téléphone portable. Donc, du coup, voilà, il était possible de finalement démarrer son podcast avec son téléphone pour enregistrer son ordinateur, pour avoir Audacity et pour diffuser. Et puis après, il n'y a rien d'autre à payer. Mais c'est vrai que si on veut monter d'un cran, si on a des moyens, on peut toujours investir dans un Zoom. Et après, il y a des Zooms de tous les prix pour avoir un vrai micro parce que le téléphone, il sert à beaucoup de choses. Il ne sert pas uniquement à ça. Et donc, le micro, il sert qu'à ça. Donc, forcément, le son sera de meilleure qualité. Et investir aussi dans l'abonnement à un service de montage. Par exemple, moi, j'ai un abonnement à Pro Tools parce que c'est important pour moi. Investir dans un casque, investir dans une bonnette, investir aussi dans la diffusion, investir ne serait-ce que du temps dans la diffusion si on veut bien le faire. Donc, tout dépend en fait du résultat qu'on a envie d'obtenir et du temps dont on dispose, quoi. Une autre question. En Afrique, qui du modèle économique d'un podcast? Je trouve que c'est un frein dans la conception. Comment le franchir? Quel modèle économique? C'est une bonne question aussi. Je pense que c'est difficile de dire qu'on fait un podcast aujourd'hui pour gagner de l'argent. Et ça, c'est pas que en Afrique d'ailleurs, hein. Pour répondre à la personne, le podcast cherche encore son modèle économique même en Europe. Donc ça, c'est vraiment important de dire que il faut un investissement de départ, ne serait-ce qu'un investissement en termes de temps qui serait gratuit, qui ne rapporterait rien, tout simplement.
moi, je crois beaucoup qu'il y aurait moyen de collaborer avec des fondations et de travailler, par exemple, avec l'ICFJ, d'avoir des bourses voilà, pour financer son podcast. C'est un peu des moyens alternatifs aujourd'hui, mais c'est encore comme ça que quand on démarre, on réussit à mobiliser des fonds, quoi. Nous avons énormément de questions. Je veux être convaincu que nous allons suivre après cette série de questions. Notre curiosité touche toujours à la façon de répondre à la désinformation par l'usage du podcast. Peut-on rendre les podcasts moins classiques pour faire de la répartie à la dimension de l'intox? Waouh, je ne comprends pas du tout cette question. Oui, la question, j'essaie aussi de comprendre, peut-on rendre les podcasts moins classiques pour faire de la répartie à la dimension de l'intorse? Je ne sais pas si c'est parce que les entorses sont largement répandues ou propagées. Est-ce qu'on peut faire des podcasts d'une manière qui permette, je ne sais pas, si tu as compris quelque chose, toi. Non, mais je vais essayer. Écoute, est-ce que tu peux me redire la question? Oui, notre curiosité, c'est la question, touche toujours à la façon de répondre à la désinformation par l'usage du podcast. Et est-ce qu'on peut rendre les podcasts moins classiques pour faire de la répartie à la dimension de l'intox? Ah oui, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je pense que il faut qu'on soit très clair. Le but, c'est pas de faire quelque chose d'artistiquement différent, etc. Le but, c'est de débunker une information. Donc, que ce soit, il faut pas se tromper d'objectif, je pense. Donc, c'est là où je comprends pas très bien pourquoi faire des podcasts moins classiques dans la mesure où vous avez rigoureusement vérifié l'information et apporté la preuve qu'elle est fausse. Pour moi, c'est là que se situe l'originalité. C'est de faire du journalisme, tout simplement. Donc, de recouper, de vérifier. L'originalité, elle est finalement là, c'est-à-dire d'apporter l'information vraie et selon une méthodologie, évidemment, il y a différentes méthodologies aujourd'hui de fact-checking, mais de pouvoir en tout cas voilà, apporter la preuve rigoureusement que l'information est fausse et la traduire de manière intéressante. Aux États-Unis, ils sont très forts en storytelling et je pense que c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, c'est des éléments dont on peut s'inspirer. Dans la manière de raconter l'histoire, il y a aussi une manière, on va dire, beaucoup plus légère de dire les choses. Donc, en podcast, par exemple, on est assez, enfin, il y a beaucoup de podcasts où on peut tutoyer les gens, il y a beaucoup de podcasts où on peut s'adresser directement aux gens, il y a beaucoup de podcasts où on peut interpeller les gens. Donc, du coup, ne pas hésiter à utiliser cette liberté pour créer un contenu qui, sur la forme, serait facilement agréable à l'écoute, quoi, en fait, finalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que fondamentalement, le plus important, au-delà de la forme, c'est de prouver rigoureusement que l'information est fausse. Quels sont les meilleurs outils ou applications pour réaliser un meilleur podcast? Outils, applications. Alors, outils, bah, je pense que ça commence par le micro, son micro, soit de son micro. Hein. Moi, j'ai un Zoom, par exemple, H5N. Application, voilà, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc, il y a Audacity, vous avez GarageBand, vous avez Pro Tools, vous avez Reaper, vous avez, en termes d'organisation, vous avez Notion, vous avez Trello. Donc, il y a évidemment beaucoup d'outils qui existent,
Mais il ne faut pas non plus se perdre dans les outils. Il faut choisir un outil et se dire, bon, voilà, j'ai choisi ça et je reste sur ça. Parce qu'au final, on ne se retrouve plus aussi. Une autre question, bien évidemment, l'option des notes vocales en statut sur WhatsApp est-elle un avantage pour les productions de podcasts? Si oui, la limite est de 30 secondes. Est-ce que c'est un frein? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'on assiste à un déferlement d'usage au niveau des statuts WhatsApp. C'est vrai qu'avant, moi, j'avais que au début, je voyais beaucoup de gens qui mettaient juste l'image. Et puis après, on a commencé à avoir des vidéos. Et puis depuis quelques mois, là, on voit du son. Je pense que c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les statuts WhatsApp, en tout cas de plus en plus. Il y a des gens qui utilisent, qui regardent ça. Je pense que c'est quelque chose, c'est un espace à tester. Pour l'instant, je n'ai pas encore de religion là-dessus parce que ça me semble c'est trop frais pour que je puisse vraiment apporter des retours d'expérience clairs. Je pense que c'est quelque chose à tester parce qu'il y a un usage qui est croissant sur cette fonctionnalité de WhatsApp. Mais du coup, évidemment, comme il y a une limite de durée, je pense qu'il faut que ce soit complémentaire avec les listes de diffusion et que, par exemple, vous teasez juste 30 secondes de votre podcast là en statut et puis après, vous envoyez l'intégralité dans les listes de diffusion, par exemple. Donc, il faut que ce soit complémentaire aux listes de diffusion. Ouais, voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Un autre participant voudrait savoir comment vivre de ces podcasts, comment monétiser ces podcasts. Je pense que nous avons fait une session de formation en 2021, je crois, sur comment monétiser ces podcasts, mais la question revient encore. Est-ce que nous sommes en 2023, il y a de nouvelles manières de monétiser ce podcast? Alors, j'ai déjà un peu répondu à la question tout à l'heure. Je disais qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué et qu'il ne faut pas faire un podcast pour gagner de l'argent forcément. Mais évidemment, tout travail mérite salaire. Donc, je vous invite à faire un peu une liste de tous les concours, de toutes les bourses qui existent pour financer votre podcast, de toutes les organismes qui potentiellement seront intéressés par votre podcast et qui pourront vous payer en quelque sorte au moins le matériel ou au moins le temps de travail. Donc, c'est vraiment encore ces moyens-là qui existent aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour faire payer les gens, en fait. C'est beaucoup trop tôt pour... et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'expériences, c'est-à-dire quand on demande aux gens de payer pour quelque chose, pour l'instant, les résultats sont très, très mitigés. Donc, moi, j'y crois pas trop. Je pense beaucoup plus que il y aurait moyen de préfinancer son podcast à travers des partenariats. Après, une fois encore, je n'exclus rien. Hein. Je me rappelle dans la formation qu'on avait faite, je disais qu'il y aurait toujours moyen de faire des crowdfunding sur votre podcast. Mais là encore, c'est beaucoup d'énergie. Et si vous n'avez pas une grosse communauté, ça ne va pas servir à grand-chose. Il y a toujours moyen aussi de demander à ses abonnés, mais il faut que ce soit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de participer mensuellement, donc de faire des dons Tipeee, par exemple, à votre projet. Mais là encore, il faut que vous ayez déjà une bonne communauté, quoi. La question dans nos journalistes, quels sont les aspects qui intéressent les internautes au sujet du podcast? Les aspects, je ne comprends pas très bien la question. Qu'est-ce qui intéresse les gens lorsqu'ils écoutent un podcast? Hmm. Qu'est-ce qui les fascine autour du podcast? Moi, je pense, et c'est ce que je disais aussi, je pense que quand les gens, en fait, malheureusement, on est dans une société où on ne fait rien gratuitement, malheureusement. Et quand tu donnes quelque chose aux gens, ils reviennent, tu les fidélises en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai vachement insisté au début sur la notion d'apprendre quelque chose aux gens. À partir du moment où tu leur apprends quelque chose,
je pense qu'ils reviendront. Je pense aussi que cela dépend de leur état de vie. Par exemple, il y a beaucoup de nouveaux parents qui n'écoutaient pas du tout de podcasts et qui écoutent des podcasts maintenant parce qu'ils ont beaucoup plus de temps pour s'occuper de leur bébé ou parce qu'ils ont beaucoup plus de temps pour aller chercher leur enfant à la crèche. Vraiment, il y a des états de vie comme ça où effectivement, il y a de plus en plus d'offres en termes de podcasts. Et là, on arrive à toucher un nouveau public. Et donc, du coup, moi, je suis très intéressée quand je vois qu'il y a de plus en plus de podcasts sur la parentalité, par exemple, parce que ça répond à un besoin. Donc, en fait, c'est toujours se demander, à mon avis, de quoi les gens ont besoin, quoi. Qu'est-ce qui les travaille, en fait? Et comment je peux les aider à mieux vivre ou leur apporter une information qui leur sauve la vie. Avez-vous des astuces intéressantes pour trouver de bons sujets de podcast? Sur cette question, j'ai envie de vous demander comment vous avez trouvé ce sujet original d'afrofuturisme qui est publié par RFI. Comment trouver de bons sujets pour ces podcasts? Euh, alors, c'est une question intéressante parce que justement, j'avais organisé une session où on m'a posé la même question sur l'afrofuturisme. Alors déjà, pour répondre de façon générale, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. C'est-à-dire qu'on est dans un métier en tant que journaliste où en réalité, on est journaliste H24, quoi. On est journaliste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu j'ai envie de dire, la faiblesse de notre métier parce qu'en réalité, on ne déconnecte jamais. Même quand on est dans l'espace privé, on est toujours en train de se demander, ah, mais ça, c'est peut-être un sujet. Ah, mais ça, c'est peut-être un sujet. Et en fait, malheureusement, des fois, on agace aussi nos proches parce qu'ils se disent, mais en fait, toi, tu vois des sujets partout. Mais c'est un peu une déformation professionnelle dans des métiers un peu passion comme ça, où effectivement, moi, j'estime que les sujets, c'est aussi en fonction des discussions qu'on a avec nos proches, avec des amis, en fonction de l'actualité aussi beaucoup. Donc, suivre l'actualité, c'est comme ça qu'on a des sujets. Être aussi à l'écoute de soi, de ce qui nous fait vibrer et de comment la société va, en fait. Quand on regarde, si je prends de façon un peu générale, mais enfin, on voit bien qu'il y a des grosses tendances dans notre société aujourd'hui où va se dessiner probablement, par exemple, en Europe, où on voit bien que les sujets écologiques sont en train de devenir des sujets hyper importants et des sujets de notre époque. Et donc, du coup, c'est toujours se demander, dans la société où je suis, que ce soit au Bénin, au Togo ou bien au Sénégal, qu'est-ce qui travaille ma société? Est-ce que c'est la politique? Mais c'est quoi exactement? C'est des histoires d'harcèlement, mais c'est qu'est-ce qui travaille ma société? Je pense que c'est très important d'être à l'écoute de sa société et de voir comment est-ce qu'elle se transforme, quelles sont les questions que les gens se posent et quelle est notre place dessus et comment on peut répondre à un besoin à travers un sujet ou un autre, même si c'est un tout petit sujet. Par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur une enquête qui n'est pas un podcast pour le coup sur la difficulté des journalistes à voyager. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais ça va sortir bientôt. Et ça vient tout simplement du fait que j'avais beaucoup d'amis journalistes qui sont en Afrique, en tout cas dans les Suds, et qui ont beaucoup de mal à obtenir des visas. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, il y a un vrai sujet là-dessus, parce qu'il y a une sorte de déséquilibre d'accès à certains espaces. Et donc, c'est juste un exemple pour dire que c'est d'être à l'écoute finalement de qui on est, de sa société, de ses proches aussi. Pour revenir sur Afrofuturisme, je pense que c'était un ensemble de tout ça. C'était un ensemble de tout ça parce que j'étais à la fois dans un milieu où en tout cas je côtoyais à ce moment-là de ma vie une personne qui était très intéressée par la science-fiction et qui m'influençait énormément et qui m'a ouvert à beaucoup d'éléments liés à la science-fiction, moi qui n'étais pas du tout intéressée par ça. Du coup, c'était d'abord, on va dire, un cercle social privé qui se déployait
et qui était essentiellement lié à la science-fiction. Voilà, donc je découvrais un univers. Ça, c'était le premier truc. C'est pour ça que je disais que c'était un ensemble de tout ça. Parce qu'ensuite, moi, je suis allée voir Black Panther, tout simplement. Et je me suis dit, mais en fait, Black Panther, c'est la vision des Américains sur le continent africain, sur comment est-ce qu'on aurait été s'il n'y avait pas la colonisation ou s'il n'y avait pas l'esclavage. C'est les Américains qui pensent ça. Mais moi qui suis née, qui ai grandi au Bénin, qui ai passé une bonne partie de ma vie au Bénin, comment les gens de chez moi, ils pensent leur futur, comment eux aussi, s'ils devaient se projeter, est-ce que ça ressemblerait à Black Panther ou ça ressemblerait à autre chose? En fait, le questionnement de départ, c'était simplement ça. Et du coup, ça a donné évidemment des recherches qui m'ont amené à ce concept d'afrofuturisme qu'il fallait encore décortiquer et décrypter, quoi. Mais voilà l'histoire. Belle histoire en tout cas. Existe-t-il une nuance entre un podcast et un magazine qui comporte aussi un format de 30 minutes? Par exemple, dans le cadre de la diffusion des contenus factuels. Est-ce qu'il y a une nuance entre un podcast et un magazine de 30 minutes, format 30 minutes? Alors, déjà, si le magazine il est en ligne, en soi, c'est un podcast en soi. Mais on va dire que les puristes du podcast estiment que quand on fait un podcast, il y a un certain ton qu'il faut utiliser, qu'il y a une certaine structure qu'il faut utiliser et qu'il y a aussi des éléments de storytelling qui sont hyper importants. À la radio, c'est quand même très, on va dire, comme je disais au début, c'est très strict. Quand on fait un podcast, si vous avez écouté Afrofuturisme, vous l'avez sans doute remarqué, à la fin de chaque épisode, on fait, par exemple, un élément un peu de suspense, un élément de cliffhanger, un élément vraiment de tension, en quelque sorte, qui va pousser l'auditeur à écouter l'épisode qui suit. Et c'est une façon d'écrire, en fait, tout simplement. Et ça, c'est très propre au podcast. En fait, le podcast, finalement, emprunte des éléments du cinéma pour raconter une information vraie, tout simplement. Et les éléments du cinéma, ça va être vraiment un début d'histoire où on te dit ce qui va se passer, un moment de tension très intense où la personne va se mettre à, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, mais la personne va peut-être se mettre à pleurer, le personnage va rentrer dans une certaine émotion et va peut-être se mettre à pleurer, et là, ça va constituer un élément de tension important. Et puis après, progressivement, l'histoire va avancer, effectivement, comme dans un film, hein, et il y aura après un élément de suspense qui fera que vous avez envie d'écouter l'épisode suivant. Donc, pour moi, on peut très bien dire que c'est la même chose, en réalité, sur la forme, parce qu'au final, c'est du son sur le web, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont écrire, faire des narrations, comme on dit, qui vont être de plus en plus teintées d'éléments de cinéma, finalement. Nous avons énormément de questions, Madame Finatou Saka. Je navigue juste entre les questions. Est-ce qu'on peut faire passer les résultats d'une investigation à travers un podcast? Est-ce que c'est conseillé? Oui, carrément, carrément. Moi, je vous le recommande parce qu'il y a un podcast qui fait date dans l'histoire, j'en parle à chaque fois. C'est le podcast Serial, donc c'est un podcast américain, évidemment, donc qui est un podcast d'investigation où vraiment, petit à petit, vous suivez la journaliste et puis elle dit ce qu'elle a découvert, qu'est-ce qu'elle a découvert, et puis en fait, vous avancez dans l'histoire avec elle. Et je trouve que c'est évidemment possible, c'est très bien fait. Je vous invite à écouter. La meilleure façon de faire des podcasts, c'est encore d'écouter des podcasts, hein. C'est comme quand on dit la meilleure façon d'écrire, c'est encore de lire. C'est exactement pareil. Il y a un podcast d'investigation qui est également très intéressant, qui s'appelle Cerno le podcast, Cerno l'enquête, je crois. Et puis, du coup, il y a également un podcast dont j'oublie le nom, qui est sud-africain, où ils ont également fait des investigations. Donc, oui, il y a de plus en plus de journalistes d'investigation qui se saisissent de ce format.
Oui, il y a de plus en plus de journalistes, d'investigation qui se saisissent de ce format. Selon vous, entre les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, quelle option est idéale pour faire la promotion de son podcast auprès de la population ouest-africaine? Je pense qu'il faut faire les deux, tout simplement. Il faut exister sur les plateformes d'écoute et promouvoir les liens des plateformes d'écoute sur les réseaux sociaux. Le podcast serait-il donc plus essentiel pour faciliter l'accès des citoyens à l'information d'intérêt public? J'ai du mal à répondre à cette question parce que ça érigerait le podcast au-dessus des autres formats de web documentaires, d'articles, de vidéos, etc. Donc, je ne répondrai pas à cette question, mais c'est vrai qu'on est, en tout cas en Afrique francophone, dans des pays avec une forte tradition orale. Et donc, forcément, les gens ont l'habitude d'écouter des choses. J'ai tenu à faire un focus sur WhatsApp parce que c'est l'endroit où on diffuse le plus de notes vocales aujourd'hui, même des personnes qui ne sont pas alphabétisées. Et du coup, je pense que c'est un terrain, un potentiel qui a un potentiel énorme pour le son, tout simplement, et encore plus, du coup, pour le podcast, à condition que l'accès à Internet et qu'il y ait une bonne vulgarisation de ce format-là dans nos pays, quoi. Madame Sénatrice Saka, nous venons d'épuiser 1h30, moins 1 minute chez moi. Et je vais condenser ces 3 questions-là. D'abord, la première, est-ce qu'il y a une durée maximum pour un podcast? Est-ce qu'il y a une limite? Deuxième question, quelles sont les idées? Moi, je veux avoir une idée sur les promoteurs sur lesquels peuvent porter les podcasts. La troisième question, euh, est-ce une bonne idée que de diffuser de la publicité ou recourir à des annonceurs pour financer son podcast? Quels conseils prodiguez-vous par rapport à l'indépendance éditoriale? Par rapport à la deuxième question, je n'ai pas très bien compris, tu vas me la redire. La première question, Est-ce quand qu'il y on a une veut... durée? Oui, alors, quand on veut diffuser sur WhatsApp, moi, je pense que... Donc, évidemment, la question de la durée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sujet qui détermine la durée, pas l'inverse. Mais voilà, il y a des usages qui sont là et on peut quand même en dire quelque chose. Donc, quand on veut diffuser sur WhatsApp, moi, je conseille de faire moins de 7 minutes. Voilà. Quand on veut diffuser sur les autres plateformes de podcast, moi, je pense qu'il faut rester entre 15 minutes, c'est la normale, on va dire, et maximum 30 minutes. Mais une fois encore, c'est la durée, c'est le sujet qui détermine la durée par l'inverse. Vous pouvez très bien faire un podcast long, mais il faut que tout soit très intéressant. Par rapport à la dernière question, la publicité dans les podcasts, moi, je pense, et c'est ce qu'on voit un peu dans les études, hein, il y a beaucoup de gens qui se disent moins gênés par la publicité que sous d'autres formats, quand c'est dans des podcasts, parce qu'ils ont une certaine confiance dans la personne qu'ils parlent, etc. Donc, tout dépend encore de la forme de publicité, en fait. Est-ce que c'est de la publicité un peu automatique avec une voix robotique? Est-ce que c'est de la publicité de la personne même qui présente le podcast, qui fait une publicité? Est-ce que c'est un annonceur qui vient présenter son produit? Donc, tout dépend du type de publicité, déjà. C'est vrai que les gens disent être moins gênés par de la publicité. Moi, personnellement, je pense qu'il faut y aller avec modération parce qu'on est encore dans des environnements où le podcast cherche finalement son public. Et donc, du coup, tout de suite, y aller avec de la publicité, ça peut créer de la déception, ça peut créer de la frustration. Donc, il faut y aller avec modération parce que, évidemment, je le comprends, c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir de l'argent, mais il faut y aller de manière très, très intelligente aussi. Et la deuxième question, c'était quoi?
Je vais avoir une idée, la question, hein, une idée sur les idées promoteurs. Je donne encore la possibilité aux confrères de reposer sa question. On peut toujours, je peux toujours vous l'envoyer par mail ou par Oui, WhatsApp pour une parce que je n'ai réponse. pas compris en Ouais, fait les idées je n'ai pas bien, promoteurs. je n'ai pas bien compris moi-même aussi la question, mais je vous promets, ce sera les deux dernières questions avant qu'on ne termine cette formation, très intéressante d'ailleurs. Madame Tinatou Saka, pour les podcasts qui ont connu un vrai succès, est-ce qu'il y a une manière dont ils ont été présentés que vous aimeriez partager avec les confrères? Je veux dire, est-ce qu'il faut commencer par exemple avec une musique, de la musique en fond? Est-ce qu'il faut commencer par, je ne sais pas, lorsqu'on est par exemple dans une église, commencer avec le bruit, on fait de la chorale? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut commencer pour captiver tout de suite l'attention des lecteurs, l'attention des auditeurs? Est-ce qu'il y a une manière de le faire ou est-ce qu'il faut commencer par la présentation du sujet? Est-ce qu'il y a des astuces, est-ce qu'il y a des pratiques qui ont connu un succès que vous pouvez partager avec les confrères? Je commence comment? Je commence comme le webinaire. Je suis Kossi Balaro, directeur, voilà, j'accueille. Est-ce qu'il y a des pratiques en fait qui encouragent la participation, la fidélisation des Alors, j'ai un cours entier, une formation entière sur la structure du podcast, donc ça va être difficile d'y répondre là, en 2 minutes, puisque j'ai vraiment un cours entier que j'ai donné il n'y a pas longtemps sur la structure, comment commencer, quel est le milieu, quelle est la fin, etc. Donc, j'ai pas de... Je pense que ça dépend de l'histoire, en fait. C'est l'histoire qui détermine vraiment le format. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à travailler sur une identité sonore. Vraiment, c'est-à-dire travailler sur une identité sonore, c'est soit vous faites créer une musique originale, soit vous n'avez pas les moyens et vous trouvez une musique originale disponible en banque de sons assez disponible ou sur YouTube Audio Library, un son, vous prenez un son, mais qui va être votre identité durant tout votre podcast. Donc, je pense qu'un élément très important de succès, c'est d'avoir une identité sonore. C'est capital. Un autre élément très important de succès pour moi, c'est d'avoir une identité visuelle très importante, captivante, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer sur les plateformes de podcast. Et puis ensuite, dans la structure, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai l'impression que je vais être frustrée de ne pas tout vous dire, mais je pense qu'il faut garder en tête 2 éléments très importants. On commence toujours par la partie la plus attractive, c'est-à-dire imaginez que vous êtes en train de séduire un homme ou de séduire une femme. Vous allez forcément lui montrer votre meilleur côté. Et en fait, quand on produit et quand on démarre un podcast, c'est exactement pareil. Au début, il faut que ce soit le plus captivant possible et pas comme quand on écrit, par exemple, ou bien quand on écrit, on va essayer de garder on va dire le suspense, pas le suspense, mais en fait, au final, on se rend compte de la vérité un peu plus tard dans l'article, en fait. Là, en podcast, vous n'avez pas ce temps-là. Il faut absolument que au début des 3 premières secondes, vous commencez tout de suite par poser votre promesse et par dire le truc le plus choc de l'épisode. Ça, c'est évidemment très important. Mais j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que en réalité, ce qu'offre le podcast, c'est une certaine liberté. Donc, en fait, il n'y a pas de format figé. Il y a des recettes, voilà, ce qui est de commencer par une citation, qui est de commencer par se présenter, qui est de commencer par un medley en quelque sorte des interviews qu'on a faites et donc des petits bouts. Mais en réalité, c'est chaque sujet, chaque projet qui inspire un format et où on se dit, bon, là, je vais être en 3 temps. Il y aura un premier temps où je vais parler de moi. Il y aura un deuxième temps où je vais avoir des invités. Et puis, il y aura un troisième temps où je vais revenir parler de moi ou conclure. Donc, voilà, ça, c'est un format. Mais en fait, il y a autant de formats que d'idées. Mais c'est quand même très important, à mon avis, de tout de suite rentrer
de tout de suite dire, en fait. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais il faut tout de suite dire vraiment la chose la plus importante de votre podcast. Et puis, toujours penser à une sorte d'avancer dans l'histoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que progressivement, vous avancez dans l'histoire et qu'il n'y ait pas de moment où l'auditeur se dit « Ah là, mais je m'ennuie un peu, quoi ». Donc, c'est toujours... voilà, c'est des éléments de storytelling. On pourra peut-être refaire une formation pour vraiment parler de la structure d'un podcast et rentrer dans le fond de chaque passage un peu. Mais voilà ce que je peux en dire en tout cas. Cette question, elle vient d'un directeur d'une école privée de journalisme que je connais et qui participe à cette formation avec nous, qui demande comment peut-on mieux intégrer un module sur le podcast dans la formation des étudiants en journalisme. Je serais très ravie de discuter avec cette personne puisque justement, c'est quelque chose sur lequel je travaille, je réfléchis en ce moment. Je pense que déjà, ce qui est assez important, c'est de l'articuler avec les autres modules qui existent dans le curricula de formation. C'est hyper important de se dire, de travailler un peu de manière transversale avec les autres profs, tout simplement. Et puis, il y a un élément aussi important qui, pour moi, aujourd'hui, en réfléchissant un peu à cette idée d'intégration du podcast, c'est d'essayer, en tout cas, de faire travailler les étudiants, non pas individuellement, mais en petits groupes. C'est-à-dire d'essayer de constituer des petits groupes où ils vont s'accaparer d'un sujet et chacun avec son rôle, pour pouvoir produire un podcast. Pourquoi cette méthodologie-là, à mon sens, est très importante? Parce que ça leur permet à tous de jouer un rôle différent, un rôle de monteur, un rôle de quelqu'un qui travaille sur le script, un rôle de quelqu'un qui est rédacteur en chef, qui relit le script, un rôle de quelqu'un qui s'occupe de la diffusion et de se concentrer dessus pour vraiment maîtriser. Et surtout, de se faire des remarques les uns les autres sur le rôle que chacun a. Je pense que c'est très important de pouvoir fonctionner comme ça, mais en tout cas, je serais ravie de poursuivre la discussion et de faire part de on va dire, mes intuitions sur le sujet avec cette personne. Madame Senatou Saka, c'est ma dernière question, mais j'ai envie de vous soumettre à un exercice difficile. Wow. Comment rendre une information virale sur les podcasts en 1 minute? Tout ce qu'on a eu à dire durant 1 heure 30, comment résumer tout cela en 1 Oui, minute? c'est ça, c'est Voilà exactement l'exercice ça, auquel je vous soumets mais moi, avant qu'on ne... je ne peux pas faire ça. Je suis incapable de faire ça. Je pense que le plus important, c'est avant tout de définir son angle, vraiment de définir, de tenir un petit bout. Des fois, quand on veut quand on veut vérifier une information, on s'éloigne un peu, quoi. Et je pense que le plus important, c'est de tenir un petit bout, de choisir son angle. Et une fois encore, moi, je suis convaincue du fait que le travail, il paie, quoi. Et quand vous faites de la qualité, même si c'est un travail au long cours, et que, comme je disais, le podcast, c'est une course de fond, vous n'allez pas être viral tout de suite, mais vous allez quand même convaincre une communauté qui va convaincre une communauté qui va convaincre une communauté. Et je pense que c'est ainsi, en fait, qu'on va y arriver, c'est en produisant des informations de qualité et en appliquant évidemment tout ce que j'ai dit, bien garder en tête que voilà, la personne qui vous écoute n'a pas tous les éléments visuels, donc lui donner tous les éléments nécessaires pour vraiment qu'il puisse s'immerger dans votre sujet. Et puis, évidemment, voilà, essayer de diffuser son podcast le plus intelligemment possible, j'ai envie de dire, quoi.
Merci infiniment, Madame Sinatou Saka, pour cette immersion totale dans l'univers du podcast. J'ai envie de vous dire que j'ai pris des ailes et que je me sens comme capable de voler dans l'aventure, de pouvoir réaliser des podcasts aussi. Je crois que c'est le cas pour les collègues, les journalistes, les créateurs de contenu qui nous ont suivis depuis 13h, GMT 14h, heure de Paris. Alors, merci également à vous d'avoir pris de votre temps et partagé ces nombreuses recettes et astuces et ces outils avec les confrères. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois et cette question, je l'ai laissée pour la fin. Les participants qui posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux documents que vous avez utilisés. Oui, le document vous sera envoyé par mail, puisque nous avons vos adresses, les adresses avec lesquelles vous êtes inscrits, nous vous enverrons des documents que vous pourrez utiliser, bien sûr, en gardant en tête que la propriété intellectuelle est pour Madame Sinatou Saka. Merci pour cette fascinante session. Je rappelle que nous lancerons au cours de ce mois un concours pour offrir des bourses aux journalistes ou aux créateurs de contenu, aux développeurs, aux étudiants en journalisme qui ont des projets de podcasts, qui ont des projets pour lutter simplement contre la désinformation. Ça peut être de journalisme vidéo à travers des contenus audio, des contenus vidéo. Ça peut être aussi, par exemple, à travers des contenus écrits. Tous les formats sont éligibles. Ce qui nous importe, c'est de savoir que c'est un projet de lutte contre la désinformation. Et encore une fois, quand on parle de désinformation, nous ne sommes pas à la recherche des projets de fact-checking, mais des projets qui luttent contre la désinformation. Il ne s'agit pas de forcément démonter les rumeurs, mais d'être capable, avec une information factuelle, avec des faits factuels, de toucher un grand public, une grande audience. Ça veut dire que le journaliste doit innover dans la manière de diffuser l'information. Vous voyez, les mauvaises informations, ce qu'on appelle les fake news généralement, ils ont une manière d'écrire où ils se nourrissent parfois de la peur ou de l'émotion. On vous dit, partagez ce contenu avec vos parents, avec vos proches, mais le journalisme ne fera pas forcément dans l'émotion, mais trouver de nouvelles manières de diffuser la bonne information, l'information factuelle qui puisse atteindre un grand nombre de personnes et qui puisse être partagée massivement. Le jeudi prochain, nous aurons une session de formation sur comment se lancer dans le journalisme vidéo et produire des contenus qui combattent la désinformation, cette fois-ci sur Facebook, Twitter et TikTok. Et ce sera avec M. Denis Tessou, qui est le responsable du Media Lab de l'AFP, l'Agence France Presse. Merci encore pour cette fascinante session, Madame Sinatou Saka. Nous avons excédé les 1h30. J'espère que vous me pardonnerez pour cela. Pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous d'avoir été aussi nombreux. C'était un plaisir. Merci encore une fois et bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi. À jeudi prochain. À bientôt. Au Allez. revoir.